On insiste beaucoup sur la nécessité de mentionner chacune de ces étapes parce que chacune de ces étapes a été constitutive du développement du clan Israël. On a dit il n'y a pas de hasard. Là où le peuple d'Israël s'est arrêté, que ce soit dans la difficulté ou au contraire, eh bien cela a permis de construire l'identité. Comme chaque vendredi, eh bien, nous allons nous décompresser un petit peu de l'actualité brûlante, de l'actualité politique, diplomatique, sécuritaire, pour nous projeter vers le Shabbat. Shabbat Parashat Matot Massé, deux longues parachiotes qui clôturent le livre de Bemidbar. Mais avant de parler, de revenir sur le mot de la paracha, eh bien, nous allons parler avec notre ami le grand rabbin de Strasbourg, Avraham Harold Veil. Bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin de Strasbourg. Strasbourg où s'est tenu cette semaine le congrès rabbinique, le congrès des rabbins de France. Je disais tout à l'heure qu'il s'agissait du congrès des rabbins européens, mais non, c'était le congrès rabbinique avec la participation de rabbins européens, en particulier de Pinchas Goldschmidt, le président du congrès des rabbins européens. Alors, on va parler un peu de ce congrès, des enjeux, des dossiers qui ont été débattus durant ce congrès rabbinique. Quelles sont les priorités aujourd'hui du Grand Rabbinat de France, quelques semaines après la réélection du grand rabbin Chaim Korsia à la tête de ce Grand Rabbinat? Alors, il était question, bien sûr, pour Chaim Korsia de présenter les grandes lignes de son nouveau mandat. Il a été félicité par l'ensemble des rabbins présents et il a réaffirmé sa volonté de faire travailler une équipe unie, solidaire, de donner à chaque rabbin, et notamment aux différents grands rabbins régionaux, eh bien, la possibilité de pouvoir travailler autour de lui sereinement, chacun dans son domaine de compétence. Je pense que c'est vraiment très très important et c'était peut-être aussi un symbole fort que de faire pour la première fois de l'histoire ce congrès rabbinique à Strasbourg pour montrer une volonté de décentralisation. Et vraiment très très important de redonner à ces communautés de province, surtout celles qui grandissent comme Strasbourg et qui font partie intégrante du paysage du judaïsme français, eh bien de leur donner également des responsabilités, de leur montrer qu'on compte sur eux, sur leur force pour pouvoir participer à l'essor du judaïsme français. Alors, lorsque vous parlez de l'essor du judaïsme français, on peut légitimement penser que il a été éprouvé, ce judaïsme français. On en avait parlé avec vous-même presque au tout début de l'épidémie. Le coronavirus a bouleversé, on va dire, la vie du judaïsme français. Comment le judaïsme français réapprend à vivre aujourd'hui en France alors que le pays sort difficilement de l'épidémie? Alors Daniel, vous avez mis le point justement sur le thème qui était celui du congrès, qui sera d'ailleurs, je peux déjà le dévoiler, le thème du prochain congrès des rabbins européens, où on espère avoir 500 rabbins. Ce sera le 22 et le 23 novembre à Munich, et j'ai la chance de faire partie du comité de préparation de ce congrès. Mais on a abordé finalement, on a fait de notre congrès un petit peu une réflexion autour de ce même thème, qui est Vayi Acharei HaMagefa, qui est tout à fait d'actualité, puisqu'on vient de dire la parashat Pinchas. Qu'est-ce que l'on fait après l'épidémie? Qu'est-ce que l'on fait après une difficulté à laquelle on a été confronté, qui a bouleversé, vous l'avez dit Daniel, nos habitudes, des synagogues qui se sont vidées, une vie communautaire totalement métamorphosée, et comment est-ce qu'on arrive à faire revenir les gens à la synagogue? Comment est-ce qu'on s'adapte à certaines réalités? Vous le savez, en Israël comme en France, malheureusement, nous n'en avons pas terminé avec cette pandémie, avec le corona. Les gens font à la fois preuve de lassitude. Certains ne sont plus tentés par une vie communautaire qui leur impose certaines restrictions, le port du masque en permanence pendant les offices. Et donc, il a fallu réapprendre à vivre avec cette nouvelle réalité. Donc, on a fait intervenir, bien sûr, à la fois certains rabbins, mais nous avons eu également l'intervention de psychologues, d'experts en communication, des gens vraiment du monde, entre guillemets, profane, et qui ont été confrontés aux mêmes difficultés dans leurs entreprises, et qui nous ont donné des clés de fonctionnement et de compréhension par rapport à cette situation du corona et de l'après-corona. Et c'était vraiment passionnant de voir l'échange très enrichissant entre les rabbins et ces différents responsables communautaires. Un dernier point, peut-être c'est aussi, puisque je l'utilise en ce moment, cette utilisation du Zoom, qui a été une révélation pour beaucoup de rabbins, cette possibilité de connecter des centaines de personnes en même temps et de donner la possibilité à ceux qui n'osaient pas jusqu'à présent pousser la porte de la synagogue ou du centre communautaire, de leur donner la possibilité de se lier à la vie communautaire, mais en même temps, le revers de la médaille, eh bien, c'est cette facilité.
cet esprit de facilité. Et je l'ai vu hier soir encore avec une très belle conférence que nous avons organisée à Strasbourg, où les 3/4 du public avaient décidé de ne pas y participer en présentiel, mais de se connecter depuis chez eux. Et donc, on a ce problème avec ce lien social réel qui s'abîme un petit peu au fil des mois. Et ça, c'est très marquant. Je suppose que à Strasbourg comme ailleurs, dans les grandes communautés, c'est très marquant. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, actuellement, on ne peut pas organiser des repas communautaires, des repas shabbatiques, des conférences, des soirées. C'est extrêmement limité, ou alors ça reprend un peu? Alors à Strasbourg, on a la chance que ça reprenne. Enfin, à Strasbourg, c'est le cas de toute la France, même si on nous parle beaucoup du variant Delta ces derniers jours. Mais on arrive à un retour à la vie normale depuis quelques jours, depuis quelques semaines, et vraiment notamment depuis le 1er juillet, depuis une bonne semaine où là, même les jauges ont quasiment disparu. Donc bien sûr, il y a encore des restrictions, il y a encore le port du masque en permanence à l'intérieur du centre communautaire, mais on peut de nouveau organiser des kiddushim. C'est très important de pouvoir se retrouver à la fin des offices. On peut organiser des repas, et donc on a un semblant de retour à la vie normale qui fait beaucoup de bien. Et en tout cas, en ce qui concerne la communauté strasbourgeoise, c'est vrai qu'on n'a pas trop à se plaindre du retour des gens à la synagogue. Je parlais des difficultés du présentiel. Elle peut être vraie encore pour certaines conférences, mais en ce qui concerne en tout cas notre communauté, nous avons un retour des gens à la synagogue, y compris des plus de 90 ans qui se sentent peut-être rassurés par la vaccination. Un retour à la synagogue qui est vraiment tout à fait impressionnant. Je sais pas, je dirais vraiment de l'ordre des 95%. Mais au niveau du présentiel, finalement, vous le disiez vous-même, le Zoom, est-ce qu'il ne compense pas, on va dire, ces difficultés à sortir? Est-ce que finalement, le Zoom n'a pas réussi à vous mettre en contact avec des gens avec lesquels vous n'auriez jamais pu être en contact en temps normal? Ah si, tout à fait. Ce que je vous dis, c'est qu'en fait, c'est un petit peu une épée à double tranchant. Et en réalité, au travers du Zoom, effectivement, il y a eu des bons côtés. Enfin, l'image de l'épée à double tranchant n'était pas bonne, parce qu'on a deux tranchants. Là, non, là, c'est plutôt une pièce. C'est plutôt une pièce. Voilà, ça serait plus juste avec deux faces, comme vous le savez. Donc, il y a un côté extrêmement positif. C'est le fait d'avoir pu toucher des gens. Effectivement, on le sait, on l'a vu. On a fait connaissance avec ces gens, parce que le Zoom permet aussi de les contacter en message privé, de parler, de leur demander leurs attentes, d'avoir leur retour. Les gens n'hésitent pas à mettre des commentaires. Et donc, on a fait connaissance avec des gens fabuleux et des gens qui nous ont avoué ne jamais avoir osé pousser la porte du centre communautaire. Et de par la facilité que propose le Zoom, parfois l'anonymat, parce qu'on peut apparaître sous un pseudo ou autre, on n'est pas obligé d'allumer sa caméra, eh bien, cela les a poussés et encouragés à venir goûter à cette vie communautaire virtuelle. Mais le revers, et moi je me focalise pas là-dessus, mais en tout cas je crois qu'il faut prendre en considération aussi cette problématique. Eh bien, ce sont les gens qui sont tentés de ne plus du tout venir participer à des activités réelles. Et j'ai peur que ça étiole un petit peu ce lien social qui est vraiment important. On en a besoin. On a besoin de se retrouver en présentiel. On a besoin de se retrouver physiquement, d'échanger. On ne peut pas imaginer une alternative à la vie communautaire traditionnelle dans une vie qui serait totalement virtuelle. Et Daniel, pour une raison, la première qui est très très simple, c'est tout simplement déjà la problématique du Shabbat et des Yamim Tovim, où là il n'y a pas d'alternative possible au niveau virtuel. Donc pour ces grands moments de la vie communautaire, nous sommes obligés de nous retrouver en présentiel. Il ne faut surtout pas que les gens soient tentés de rester à la maison et de se dire finalement pendant un an et demi, on a prié seul à la maison. On peut continuer à prier même un Shabbat, un Yom Tov, ça n'a jamais tué personne. Non, il faut absolument que les gens soient rassurés, qu'ils continuent bien sûr à se protéger, que ceux qui ne sont pas vaccinés se vaccinent, mais qu'il y ait après un retour à la vie traditionnelle en présentiel. Alors une dernière question concernant ce congrès, la place d'Israël, est-ce que Israël fait partie aussi des questionnements des rabbins français, la place d'Israël dans la vie de la communauté aujourd'hui, justement aussi à l'ombre de l'épidémie? Alors c'est vrai, Daniel, vous avez raison, cette place, bien sûr, non seulement elle a toujours questionné, vous savez qu'il y a un grand nombre de rabbins francophones en Israël, que certains de nos collègues ont fait l'Aliyah, même certains, je parle encore en activité, qui ont fait l'Aliyah, même si ce n'est pas quelque chose de très marqué, mais en tout cas j'ai même un camarade de promotion de l'école rabbinique qui a fait son Aliyah il y a
1 ou 2 ans. Donc c'est un phénomène qui existe et on le sait, bien sûr, les rabbins s'intéressent de très très près à la vie israélienne, à la vie à l'accompagnement des fidèles qui désirent construire un projet en Israël. Nous y sommes tous confrontés, les rabbinim, ces fidèles qui nous questionnent, qui nous interrogent sur la pertinence d'une alia ou sur la manière dont nous pouvons les accompagner. Il est vrai que pour ce congrès, la question du corona a un petit peu occulté cette question. Donc, elle n'a pas été centrale dans le congrès. Elle a été évoquée plutôt en off. Elle ne faisait pas partie du programme parce qu'il y avait vraiment des questions urgentes par rapport au retour à la vie communautaire traditionnelle. Et donc, le corona a éclipsé cette question. Mais je peux vous dire que dans toutes les discussions en off, que ce soit à table, autour des repas ou dans les pauses, entre 2 ou 3 tables rondes ou conférences, eh bien, ces sujets sont abordés. Alors justement, on parlait de projeter une partie, enfin de parler de projet d'Aliyah et de déplacement aussi. Alors c'est tout à fait d'actualité dans la paracha de la semaine puisque nous allons lire ce Shabbat les parachutes de Matot et de Massé qui résument, on va dire, les pérégrinations des Bnei Israël dans le désert avant leur entrée en Eretz Israël, avant la fin donc du livre de Bemidbar. Quel est l'enseignement qui vous inspire dans ces 2 très longues parachiotes que nous allons lire demain? Alors, il y a tellement de messages à retirer de ces 2 parachiotes, ces 2 sidrotes. Vous l'avez dit, Matot, Massé, on termine ce livre de Bamidbar qui en réalité vient nous donner une conclusion de toutes ces pérégrinations dans le désert, puisque dans le livre de Devarim, eh bien, nous reviendrons, c'est un peu une rétrospective de tout ce qui s'est passé, donc la fin de l'histoire finalement, et même du sacerdoce de Moshe, eh bien, on la trouve dans cette paracha de Massé, dans ces parachiotes de Matot Massé, avec toutes ces étapes. Alors c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur la nécessité de mentionner chacune de ces étapes, parce que chacune de ces étapes a été constitutive du développement du Klal Israël. On nous dit il n'y a pas de hasard. Là où le peuple d'Israël s'est arrêté, que ce soit dans la difficulté ou au contraire, parfois dans la joie ou dans la facilité, eh bien cela a permis de construire l'identité. Et ça, je crois que c'est très très important parce que ça nous permet de comprendre que cette étape que nous venons de passer, qui n'est peut-être pas encore terminée, parce que on l'a vu, dans ce corona, il y a des surprises. Malheureusement, il y a des étapes aussi un petit peu différentes à l'intérieur de cette problématique du corona. Eh bien, on ne doit pas le voir ici comme une punition, on ne doit pas le voir comme une sanction, comme quelque chose qui viendrait nous briser, mais comme une opportunité d'apprendre, une opportunité de retirer une leçon. Alors c'est vrai, malheureusement, parfois dans la douleur, et j'ai une pensée énorme pour toutes les personnes qui ont été confrontées au décès d'un proche ou qui ont eu des proches hospitalisés pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour les personnes qui sont encore hospitalisées. Mais pensez qu'en réalité, eh bien, cela doit nous permettre d'en tirer des leçons. Cela doit nous rendre plus forts pour l'avenir. Il y aura forcément un avenir meilleur. On va en sortir. On connaîtra des moments plus joyeux, plus sympathiques. Et on doit appréhender, à mon sens, c'est un petit peu le message de cette parachat Massé, eh bien, les choses de cette manière. La Torah termine, c'est quand même pas anodin que la Torah termine le récit de ces 40 ans dans le désert, justement avec ce message, de nous dire, il y a des étapes dans la vie, parfois, il y a des difficultés à affronter, ne doivent pas toujours être appréhendées sous le regard vraiment de la punition ou de quelque chose qui serait là un petit peu de manière fortuite, hein, ce juif errant un petit peu perdu, qui est chassé de chaque endroit dans lequel il s'installe. Non, cela fait partie du projet divin. Même la galoute, l'exil, s'inscrit aussi dans cette idée de vouloir nous apprendre certains enseignements. Et puis, il y a vraiment un point que je voulais évoquer avec vous, Daniel, ce matin. Évidemment, c'est la fin de la parachat Matot, où, comme vous le savez, les tribus de Gad et de Réhouven, au début, on croit un petit peu à un manque de courage, vont demander à Moshe Rabbeinu de rester de l'autre côté du Jourdain, de ne pas traverser parce que eh bien, le territoire qui se trouve de l'autre côté du Jourdain correspond parfaitement à leurs attentes, qui ont de nombreux troupeaux, il y a de la verdure, il y a des pâturages, et il va y avoir un dialogue qui va s'engager, assez virulent, entre Moshe et les tribus de Gad et de Réhouven. Et lorsque les tribus de Gad et de Réhouven, la moitié de la tribu de Ménaché, lorsque ces tribus vont proposer leur projet à Moshe, il faut un projet fort, un projet crédible, il va y avoir, comme vous le savez, Daniel, une inversion des priorités, une maladresse dans la manière de présenter les choses. Ils vont s'adresser à Moshe en lui disant « Gidrotson nivne le miknenu po ve'arim le tapenu » Nous allons construire ici même des enclos pour nos bêtes, ve'arim le tapenu, et des structures éducatives pour nos enfants. Et Rashi souligne le fait qu'il y a une maladresse, mais une maladresse qui traduisait peut-être ici une inversion des priorités.
de la part des enfants de Gad et de Ménaché, des responsables de la tribu de Gad et de Ménaché, de placer les intérêts économiques avant ce qui nous ramène en réalité à l'essentiel, c'est-à-dire construire notre famille, éduquer nos enfants, faire en sorte qu'ils soient épanouis, qu'ils puissent se construire dans la société. Et en réalité, on le sait, le Midrash Rabbah nous le dit, la sanction a été terrible, puisque des années plus tard, lorsqu'il y a eu la galoute, lorsqu'il y a eu l'exil, les premières tribus, nous dit le Midrash Rabbah, qui ont été exilées, et à cause de cette maladresse, à cause de cette incapacité à faire du ikar, comme nous dit Rachid, du tafel, de faire de ce qui est prioritaire la priorité, et de ce qui est secondaire, le laisser comme quelque chose de secondaire, ce sont les tribus de Gad et de Réhouven qui ont été exilées en premier. Parce que l'exil, c'est ça au fond. L'exil, c'est ce qui arrive lorsqu'on est incapable de traiter les choses en priorité, lorsqu'on est incapable de donner la véritable valeur aux choses. Dans ce cas-là, on s'égare, on se retrouve dans une situation qui va nous obliger, malheureusement c'est ça l'exil, c'est une situation qui nous oblige lorsqu'on n'est pas capable de le faire de par nous-mêmes, spontanément, naturellement. C'est ce que nous enseigne le Rav Shlomo Zalman Breuer, qui était un gendre du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, et qui nous dit, malheureusement on est confronté à cet exil qui lui va un petit peu nous remettre en face de nos priorités, nous obliger parfois de manière un petit peu dure, un petit peu violente, à faire de ce qui est une priorité, une urgence absolue, une urgence absolue. Et je crois que le corona, pourquoi je vous parle de ça, Daniel? Parce que je crois que la situation du corona, elle nous invite à cela. Elle nous a invités à cela. Alors ça s'est fait d'une manière brutale, ça nous a un petit peu déstabilisés. C'était un petit peu une grande claque dans la figure qu'on a reçue. Mais combien de familles vont vous dire qu'elles ont réappris à goûter à ce lien familial, que les gens ont de nouveau pu se consacrer à leurs enfants, à leurs femmes, Asou est à Ikar, va à Tafel. C'est un message vraiment important, ça transforme, ça bouleverse nos vies et on a besoin de l'entendre, qui que nous soyons. Et je veux dire, moi le premier, vous savez, quand on a et c'était important de l'entendre aussi pour les rabbins, on a beaucoup évoqué ce sujet, le grand rabbin de France a insisté là-dessus, il a rappelé aux rabbins l'importance de ne pas s'oublier, de ne pas oublier leur vie familiale, de ne pas oublier de se construire eux-mêmes, de s'occuper aussi de leurs enfants. Je suis le premier à avoir besoin de l'entendre. On a beaucoup d'énergie à dépenser pour la vie communautaire, mais on en oublie parfois l'essentiel, de se construire nous-mêmes, de s'investir dans notre foyer. Et je crois que cela, tout le monde a pu le comprendre au travers de ces mois, ces semaines de confinement en fonction des pays dans lesquels on habitait, qui nous ont véritablement renvoyés à nos priorités. Et c'est un message pour moi vraiment édifiant et tout à fait d'actualité. D'ailleurs qu'il l'est aussi, je ne vais pas être trop long Daniel, mais qu'il l'est aussi par rapport à cette période de Tisha B'Av. Nous abordons, nous célébrerons demain Rosh Chodesh Av, donc nous intensifions un petit peu les lois de deuil, les lois de Havelut, et cette période nous amène aussi à réfléchir finalement sur ce qui est essentiel dans notre vie, réfléchir sur la destruction de ce temple, c'est-à-dire sur cette absence finalement de ce qui fait notre force. Et lorsqu'on réfléchit à cette absence qui se fait cruellement sentir, cela nous invite aussi, encore une fois, à appréhender les événements d'une manière différente, à porter un regard sur les événements qui est différent et à savoir prioriser les choses. Je pense que c'est vraiment quelque chose de primordial. Eh bien, monsieur le grand rabbin de Strasbourg, Avraham Weil, merci beaucoup pour nous avoir donc fait partager un peu les défis des rabbins français aujourd'hui, après l'épidémie, et pour nous avoir livré ce mot de la paracha sur lequel nous allons terminer notre heure d'actualité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom et Chodesh Tov. Merci beaucoup, Daniel. Shabbat Shalom et Shabbat Shalom à toutes les auditrices, tous les auditeurs de Kalita. Merci beaucoup.